Élaborer son plan de travail pour 2023. Il a été présenté au chef de l'État. Les peuples d'abord, ne pas qu'un slogan. Le président de la République, qui veut à tout prix matérialiser cette idéologie, a présidé ce mercredi 11 janvier à la Cité de l'Union africaine la 3e réunion du comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique. Les coordonnateurs de ce service spécialisé de la présidence de la République, François Mwamba Tshishimbi, a indiqué que les buts de cette première rencontre de l'année est de soumettre au chef de l'État la feuille des routes pour l'année 2023. Ce que nous avons fait aujourd'hui à l'ordre du jour, nous avions à présenter notre plan de travail parce qu'on ne se lève pas un matin, on dit voilà ce qu'on va faire, les choses se préparent et que donc nous sommes venus ici soumettre au président de la République notre feuille de route pour l'année 2023. Qu'est-ce que nous allons faire à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc ce plan a été adopté, a été validé, et donc il ne reste plus qu'à se mettre au travail, n'est-ce pas? Plusieurs points ont été abordés lors de cette séance de travail, parmi lesquels la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé universelle, ainsi que la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires qui vise à améliorer le cadre de vie des populations rurales. Le président Félix Tshisekedi a insisté sur ces derniers points qui consistent à combattre la pauvreté et les inégalités sociales. C'est la couverture santé universelle. Mais quand est-ce que nous aurons un système de santé ici à la fois efficace et qui permettent à ceux qui ne sont pas riches, à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, de pouvoir accéder à un niveau de soins qui soit comparable à celui dont bénéficient les gens qui ont les moyens. Par rapport à cette initiative-là, vous savez, il avait lancé l'idée que la maternité de nos mamans soit rendue gratuite, tout ça, etc. Les conseils présidentiels de veille stratégique est une structure technique qui a pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des engagements du garant de la nation repris dans le programme commun du gouvernement afin de faciliter la prise de décisions stratégiques pour la nation. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le ministre du Budget Aimé Boji ont siégé comme membres de cette structure. Je le disais à l'instant, aucun corps n'est remonté à la surface. 7 personnes ont été précipitées dans la rivière Love, secteur de Bampende à Tshikapa. Le pont portant le même nom a cédé sous le poids d'un camion rempli de ciment. Il y a eu des rescapés descendus juste avant la traversée. Selon le député national Guy Mafuta, cet accident fait craindre la crise des produits vivriers et alimentaires. Pompoumba. Rien n'a résisté au courant d'eau. Les chutes ont absorbé et le pont et le véhicule rempli de marchandises. On dirait rien n'avait existé avant. Nous avons vécu un fait inimaginable. Le pont est englouti par la rivière. Nous avons été surpris par un grand bruit de la chute. C'est tout ce qui reste de la ferraille du véhicule et du pont. Tout est englouti, le passager aussi. Triste, les populations de l'autre rive réalisent que la communication est rompue, comme l'explique le député national Guy Mafuta. Ils ont vu courir, ils ont vu le camion s'enfoncer dans l'eau, dans les chutes, et jusqu'à disparaître. Et avant de traverser, il y a eu des passagers qui avaient peur, qui étaient descendus. Certains, notamment une femme et 3 enfants, et malheureusement, on a enregistré 7 morts au regard des témoins vivants sur place. Il y a intérêt de faire diligence pour éviter la pénurie à Tshikapa. C'est une route importante qui du coup met en mal le marché de consommation dans la ville de Tshikapa, parce que c'est une route de dessert agricole par laquelle plusieurs produits vivriers passent. Et aussi la veille de l'enrôlement. L'enrôlement commence le 24 prochain au Kasaï. À la veille de l'enrôlement, c'est 2 secteurs qui sont coupés du monde. Aussi, il faut penser à ces 2 zones de santé importantes
qui doivent être alimentés en produits. Le camion précipité dans les chutes transportait du ciment. Le pari de prendre un vieux pont était risqué. L'infrastructure devrait être remplacée depuis longtemps pour éviter ce drame avec mort d'homme. Rebondissement dans l'affaire marché central à Kinshasa, 35% de décaissement et 5% de réalisation physique. L'IGF met la pression sur les entreprises exécutantes pour livrer l'ouvrage d'ici à novembre 2023. Elles ont été convoquées par Jules Alinguete, Eric Kabamba, Congolo. Plus d'une année après la démolition du marché central, les travaux de réhabilitation traînent encore le pas. Même constat avec le travaux sur la route Elenguessa et aussi avec l'implantation des plus de 2600 poteaux de l'éclairage public. L'inspection générale de finances, appelée à contrôler actuellement tous ces travaux, a convoqué en urgence toutes les entreprises impliquées dans l'exécution pour une mise au point. S'agissant du marché central de Kinshasa, 35% du montant prévu ont été déjà débloqués, mais les travaux sont encore au niveau de la fondation, représentant ainsi 5% seulement de l'exécution physique. Les entreprises Sogema et Zengwen qui exécutent ces travaux ont été sommées d'accélérer les rythmes et ont pris l'engagement de livrer ces marchés à la ville de Kinshasa au mois de novembre 2023. Nous allons vous mettre sous haute surveillance. Vous êtes prévenus. Nous allons vous mettre sous haute surveillance et nous tenons à ce que ces marchés soient rendus à la ville de Kinshasa à la date prévue, à savoir le 30 novembre. Il n'y a pas un jour de plus. S'agissant de l'avenue Elenguessa, l'entreprise Adi Construction qui exécute les travaux a promis de tout terminer dans un mois. Pour ce qui est de l'éclairage public exécuté par la société Solectra, 2500 socles sont déjà placés et la phase de la mise de poteaux démarre déjà au mois de février 2023. L'inspection générale de finances a prévenu toutes ces entreprises aucun retard ne sera toléré dans la livraison de tous ces travaux prévus déjà cette année. Coopération. En 17 ans, la ville de Namur a accompagné plusieurs communes de Kinshasa dans l'amélioration des services de l'état civil au cours d'un déjeuner de travail auquel a pris part le président du Sénat, Modeste Bahati. L'évaluation a été faite. Sandra Nyangita Bouguelor Kimpianga Denis Kungi. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a été informé du niveau de la coopération entre la ville de Namur et la commune de Massina au cours d'un déjeuner organisé par la déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Catherine Brahi. Modeste Bahati a été informé également des différentes actions que mène la ville de Namur dans le cadre de sa coopération avec la commune de Massina. Cela va de la construction des bureaux des quartiers, la réhabilitation des certains, à l'élargissement de ce partenariat dans le secteur de santé. Maxime Prévost, qui est également président du parti politique Les Engagés, a profité de ce déjeuner avec le speaker de la Chambre haute du Parlement pour aborder les relations entre la RDC et la Belgique sur fond des avancées relatives à la reconnaissance par le Royaume de Belgique des abus liés à son passé colonial. Nous avons eu l'occasion, avec Monsieur le Président du Sénat, avec Madame la directrice de cabinet adjointe du Président de la République, eu l'occasion d'évoquer une série de dossiers qui concernent l'évolution du paysage politique belge, les relations entre la Belgique et la RDC, à l'heure où la Belgique a fait un travail aussi destiné à améliorer sa reconnaissance aussi de son passé et avec à la clé des interrogations politiques sur la nécessité ou les modalités de la présentation des excuses par exemple. À noter qu'au-delà des collaborateurs du bourgmestre de la ville de Namur, le président du Sénat, la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, quelques représentants de la société civile et journalistes ont été associés à ces échanges. Feuille de route de pacification de la République démocratique du Congo, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a mis sur pied ce document de référence. Il a été présenté par Claude Ibalanki au cours d'une séance de travail. Robert Ndaichi Sensé. Quelques semaines de la célébration du 10e anniversaire de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, le haut représentant du chef de l'État au mécanisme régional, Claude Ibalanki et Colomba, a présenté à l'occasion des vœux de 2023 à son personnel la feuille de route pour la pacification, un document qui montre que les efforts engagés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'ont qu'un seul objectif,
parvenir finalement à la paix durable en République démocratique du Congo, mais aussi dans la région de Grand Lac. Le mécanisme de suivi qui fait le monitoring de la situation sécuritaire soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ne ménagera aucun effort pour apporter sa pierre à l'édifice, tant il dispose de l'expertise requise dans les processus de pacification. Le chef de l'État ne ménage aucun effort pour rétablir la paix. Et en cette année électorale, la paix devient encore une condition sine qua non, même pour l'organisation de bonnes élections. Au personnel du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le haut représentant du chef de l'État, Claude Ibalanki, les a exhortés à rallumer davantage la flamme de l'abnégation et du professionnalisme pour élever les défis de la paix. 2022 aura été, malgré l'agression dont est victime notre pays par le Rwanda, Claude Ibalanki se félicite de l'organisation réussie du 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dont la RDC garde encore la présidence. J'appelle à chaque Congolais et chaque Congolaise de devenir acteurs de la paix. L'histoire de la paix ne concerne pas seulement le président de la République, l'armée ou les services de sécurité et de défense, mais c'est aussi un problème des citoyens. Si tout le monde devient les protecteurs de ces pays, l'ennemi n'aura pas de l'espace pour opérer dans ces pays. Parlant justement des élections, il a invité les Congolais à s'enrôler massivement pour offrir au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un deuxième mandat et une majorité écrasante au Parlement. Construction des ponts au Sankourou, les matériaux sont rassemblés dans les entrepôts de l'office de route à Kinshasa. Daniel Asselo, ressortissant de ce coin, est allé sur place sans rendre compte avant leur acheminement. José Baïtouambo. Les programmes de développement des 145 territoires initiés par le président de la République pour booster le développement à la base portent à cœur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Pour son Sankourou natal, comme pour les autres parties du pays, le fils du terroir ne dort pas sur ses lauriers. Il était ce mercredi 11 janvier 2023 à l'office de route où des ponts et d'autres matériels pour desservir les rivières du pays sont entreposés avant leur acheminement dans l'arrière-pays. Dans les installations de l'office de route, c'est donc du concret pour donner du sourire aux Sankourois. Daniel Asselo Kito-Wakoy salue la détermination de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa promesse tenue. Ça, c'est la troisième fois que je viens. En son temps, il s'agissait de la situation particulière de ma province, les Sankourou, qui n'avait pas et qui n'a pas de pont sur autant de rivières là-bas ou de sources d'eau. Aujourd'hui, j'apprends, en tout cas pour les Sankourou, ma province, qu'au-delà de ces ponts, il y a même des fonds qui sont déjà disponibles pour que les routes du Sankourou soient aménagées. Raison de plus pour être fier de ça, remercier le président de la République pour tous ces projets qui sont en train d'être réalisés. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, les Sankourou occupent une place de choix dans ce vaste programme. La concrétisation de celui-ci va sans nul doute ramener le sourire aux lèvres des Congolais. Nous l'avions annoncé hier, la CENI est en mission de sensibilisation au Nord Kivu. Le deuxième vice-président de la centrale électorale est arrivé à Goma, puis au camp des déplacés de Kanyaruchinya. Reportage. C'est par une caravane organisée par la Commission électorale nationale indépendante que cette sensibilisation à l'enrôlement a démarré. Partie du rond-point Stigo à Goma, en passant par les artères principales du chef-lieu du Nord Kivu, cette caravane a chuté dans le camp des déplacés de guerre de Kanyaruchinya, dans le territoire de Nyiragongo. Didi Manara a rassuré les déplacés, ils seront enrôlés comme tout autre Congolais. Nous nous sommes dit que l'enrôlement, tout comme les autres activités ou les autres opérations des élections, elles doivent être inclusives. Donc personne ne doit être laissé au bord de la route. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, au camp des déplacés, pour donner un signal fort, comme quoi ils sont congolais comme tous les autres et ils jouissent de tous les droits, y compris le droit au vote. Alors, nous espérons que la paix va régner et que l'enrôlement pourrait avoir lieu le 7 février prochain, et qu'ils vont tous retourner chacun dans son village. Mais s'il n'était pas le cas,
la CENI va amener ici des centres d'inscription au niveau des camps des déplacés. Cette campagne est saluée par plusieurs notables et personnalités du territoire de Nyiragongo. Leur crainte de voir les déplacés de guerre oubliés par la CENI a été balayée d'un revers de la main par la centrale électorale. C'est la satisfaction au sein de la population. Je tiens à encourager toute la population du territoire de Nyiragongo à venir s'enrôler. Parce que c'est en ayant la carte d'électeur qu'on peut être éligible et électeur. Malgré le problème qui traverse tous les déplacés, c'est très difficile, mais la détermination, nous serons là comme chef d'entité à assurer que tout se passe dans un état d'équipement qui est un peu très calme. La CENI a compati au drame que vit cette population. Des vivres et non-vivres leur ont été distribués. Partenariat RTNC TV5 Monde, les deux médias décident de travailler ensemble pour des contenus culturels. 400 millions de critiques, c'est l'un des programmes ciblés pour valoriser la culture. Une séance de travail a eu lieu aujourd'hui avec l'équipe de TV5 Afrique autour de la directrice générale du média public Sylvie Elengue, accompagnée de son adjoint Joseph Adolphe Voto. Reportage de Suzingoy Chiboui Siondemaka. Le partenariat entre la Radio-Télévision nationale congolaise et TV5 Monde va bientôt produire une émission pour le bonheur des téléspectateurs de TV5 Monde et de la RTNC. Les deux parties, d'une part, la RTNC, représentée par les deux membres du comité de gestion, Madame le DG Sylvie Elengue Nyimbo et le DGA José Adolphe Voto, et TV5 Monde, représentée par son directeur Afrique, Patrick Bofunda. La productrice de l'émission TV5 400 millions de critiques circonscrit la rencontre. Nous sommes ici, TV5 Monde, puisque nous allons tourner avec la radio-télévision nationale congolaise, une émission qui est une ancienne émission de TV5 Monde, qui s'appelle 400 millions de critiques, qui est l'émission culturelle de TV5 Monde, qui voyage un petit peu partout dans le monde pour s'installer dans différents musées, un peu partout dans la francophonie. Et donc, ça fait longtemps que nous avions le projet de venir ici tourner à Kinshasa. Et là, le Musée national offre un écrin magnifique et la collaboration avec la RTNC est l'occasion d'un échange qui, je suis sûre, va être extraordinaire. Voilà, parce qu'on travaille, l'équipe de chroniqueurs vient, nous avons une chroniqueuse locale qui sera également avec nous autour de la table, mais l'équipe de chroniqueurs vient, il y a des Français, des Belges, des Suisses, et voilà, et on va travailler avec les équipes techniques de la RTNC. Pour moi, c'est un grand bonheur. C'est donc un début de partenariat professionnel prometteur entre TV5 Monde et la RTNC. Infrastructure, amélioration des conditions dans les universités. À Kananga, les travaux de construction de l'université publique évoluent bien. On en veut pour preuve ce constat fait par le gouverneur du Kasaï central, John Kabea. Accompagné du professeur émérite Isanda, recteur de l'université de Kananga, John Kabea Shikai s'est rendu sur ces sites pour se rendre compte de l'évolution des travaux débutés depuis avril 2022. L'autorité provinciale, satisfaite de l'évolution des travaux, a donné certaines orientations à l'entreprise. D'une part, d'accélérer avec les travaux et d'autre part, pour éviter les retards dus à la rupture des stocks en matériaux, John Kabea Shikai a recommandé aux responsables de la SRP Construction de recourir aux fournisseurs locaux. Heureux de la visite du chef de l'exécutif provincial, l'ingénieur-chef des chantiers a donné des descriptions techniques des travaux en cours. Nous avons déjà fait les travaux de terrassement. Nous avons aussi coulé les premiers radiers. Et vous avez vu, nous avons déjà implanté des barres de fer là où on va loger les auditoires. Et puis nous avons aussi coulé les bétons des propriétés pour tous les sites. Actuellement, nous travaillons d'une manière parallèle. C'est-à-dire, nous travaillons avec l'université, puis directement avec les hommes. Là où nous sommes bloqués avec l'université, nous construisons directement les zones. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment assez de retard. Le gouverneur John Kabea Shikai attend de l'entreprise un rapport hebdomadaire de l'évolution des travaux qui consistent en la construction des auditoires, d'un bâtiment administratif, de 3 hommes des étudiants, dont un pour les étudiantes, un laboratoire, une cafétéria et un parking. Religion, le pape vient nous bénir, s'exclame Cheikh Abdallah, représentant légal des musulmans en RDC. Le monde protestant trouve des convergences dans le combat pour la cause de la paix dans le monde, ainsi que les églises de réveil.
Le pape François, chef d'État et chef d'Église, la visite pontificale annoncée à Kinshasa suscite l'intérêt même chez le non-catholique. Certaines confessions religieuses connaissent en lui son combat pour la paix dans le monde. Nous sommes Église, notre objectif, c'est prêcher l'Évangile. Nous le recevons au nom de Jésus. Qu'il soit le bienvenu parce qu'il vient dans le compte de l'Évangile. Nous ne pouvons qu'accueillir ça avec joie, puisque nous serons visités par l'une des autorités mondiales. Son État de Vatican contribue beaucoup pour le rétablissement de certaines situations à travers le monde. Les musulmans s'associent à la fête. Pour Cheikh Abdallah, toutes les religions doivent rester unies. Il a choisi de venir chez nous, nous bénir, parce que notre pays, la RDC, n'est pas moindre, c'est un pays qui compte un grand nombre de chrétiens. Donc la visite de pape ne doit pas être simple visite, mais c'est une visite que le pays et le peuple congolais doivent profiter. Au Congo, les églises jouent un rôle important dans le développement, notamment l'éducation et la santé. Les églises sont présentes dans la recherche de la paix et la cohésion nationale. Autre chose, le programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilité a été mis au point depuis 18 ans. Pour une évaluation, les équipes se sont retirées pour 3 jours au CEPAS. Oscar Mbal, Tony Djouma. Ils ont marqué un temps d'arrêt pour faire une autopsie du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS depuis sa mise en place en juillet 2021 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les membres de la coordination nationale et ceux de la coordination provinciale, tous autour de Tommy Tamboué, coordonnateur national, vont au cours de cette retraite de 3 jours, soit du 11 au 13 janvier 2023, évaluer à mi-parcours les activités menées par ces structures placées sous la haute autorité du président de la République et président du comité de pilotage, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En clair, il sera question de présenter l'état d'avancement du PDDRCS sur le plan des réalisations, des difficultés rencontrées et des perspectives pour mieux orienter son action sur le terrain. Les travaux qui meubleront ces 3 jours de retraite sont une occasion pour permettre aux agents du PDDRCS, de la coordination nationale, tout comme ceux de province, d'échanger sur des matières techniques directement liées à l'opérationnalisation du programme. Elles concerneront la stratégie du PDDRCS, ses axes stratégiques, son approche, ses principes directeurs et son mode de gestion. Il sera aussi question de concepts clés qui rentrent dans l'opérationnalisation du programme, notamment les procédures administratives et financières. Elles se pencheront également aussi sur les outils juridiques qui régissent le PDDRCS. Le but étant d'avoir la même compréhension et la même approche dans la matérialisation du programme. Parmi les objectifs poursuivis par cette retraite, permettre à tous les acteurs d'avoir une compréhension commune des textes régissant les PDDRCS pour une gestion efficiente de ce programme. État de droit, la RDC dotée d'une politique nationale sur la justice transitionnelle, réconciliation, réparation et garantie de non-répétition des crimes. Le document élaboré par les experts, notamment les professeurs des universités, a été remis au ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouella. Reportage d'Emmanuela, commissaire Moukatou. Ce document de 312 pages contient des éléments clés de la politique nationale de la justice transitionnelle de la République démocratique du Congo. Une politique qui permet de faire face à des exactions massives commises dans le passé et celles qui se commettent actuellement, notamment dans la partie Est. Ceci en vue d'établir les responsabilités, de rendre justice, de permettre la réconciliation et d'obtenir des garanties de non-répétition. Le tout se résume dans 4 piliers. Le Congo passe par le recours à une justice qui n'a que 4 piliers. Les Congolais doivent connaître la vérité de ce qui s'est passé. C'est le pilier vérité pour la réconciliation. Que des poursuites judiciaires soient organisées contre ceux qui ont le sang manifeste dans la main, ceux qui ont été la base de ces différents crimes, en ce compris ceux qui sont en train actuellement de commettre les crimes à l'Est. Il faut que les nombreuses victimes congolaises
puissent obtenir réparation de ces différents crimes dont ils ont été préjudiciés. Il faut que les gouvernements prennent des mesures fortes pour décourager définitivement ceux qui ont l'habitude de recourir à la guerre pour obtenir les fonctions. 15 membres, dont 5 professeurs des universités, ont élaboré ce document 2 mois durant. Il a été présenté et remis officiellement le mardi 10 janvier au ministre des Droits humains Fabrice Pouella, en présence du vice-ministre de la Justice et de la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État en matière juridique. La RDC compte de milliers de victimes de guerres, d'agressions et des conflits internes. Les victimes espèrent un jour obtenir réparation. La carte d'électeur est un document établi pour servir de preuve. Le premier président de la Cour de cassation a réagi à la presse au sortir du centre d'inscription et enrôlement des électeurs. Edith Chalakatala. Accompagné de quelques hauts magistrats, le premier président de la Cour de cassation a rempli son devoir civique. S'enregistrer, remplir la fiche et la capture de la photo après le prélèvement des empreintes digitales, les prunelles des yeux comprises, toutes les étapes ont été scrupuleusement respectées par le magistrat Mukendi Musanga David Christophe. En tant que citoyen, j'invite mes concitoyens à venir accomplir ce devoir. C'est un acte de haute portée civique et que chacun doit essayer de respecter les lois du pays pour que le moment venu, on puisse aller allègrement déposer dans l'urne son choix. S'agissant de la polémique autour de la carte d'électeur, le premier président de la Cour de cassation explique. La photo en noir-blanc, ce qui importe, c'est le document en soi. Il est établi pour servir de preuve. C'est l'essentiel. Le reste du décorum, c'est un bavardage de mauvais aloi. Ainsi donc, un signal fort a été lancé par le premier président de la Cour de cassation, Mukendi Musanga David Christophe, aux Congolais en général et au corps judiciaire en particulier, afin d'adhérer massivement au processus d'enrôlement des électeurs. Un bâtiment administratif devant abriter différents services des inspections provinciales de l'agriculture au Nord Kivu va être construit dans les mois à venir. La pose de la première pierre était effectuée par le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, en mission sur place. Le coût global des travaux évalué à $1 500 000 américains. Marthe Mangazakalala. Le bâtiment administratif abritera à son sein l'unité de coordination de Passa Nord Kivu et les services des inspections provinciales de l'agriculture et du développement rural, ainsi que l'office des voies des dessertes. Objectif, améliorer la qualité du travail au bénéfice de la population rurale. L'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, ainsi que les inspections territoriales de l'agriculture seront aussi dotés de bureaux équipés. Ceci entre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du programme de développement des 145 territoires et du programme quinquennal du gouvernement Sama Lukonde. Pour les coordonnateurs du Passa Nord Kivu, Daniel Bounambo Mouindo, des objectifs sont poursuivis, à savoir lutter contre l'insécurité alimentaire et améliorer les revenus quotidiens de la population. Ces financements est échelonné à 4 niveaux, c'est-à-dire le gouvernement, le FIDA, l'OFID, ainsi que le bénéficiaire par la valorisation de leurs apports en nature. Le ministre national de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianzi, en séjour de travail dans ce coin du pays, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ce bâtiment de 3 niveaux dont le coût est évalué à $1 500 000 américains. Fonds déjà disponibles pour les débuts des travaux, a déclaré le ministre. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, des représentants du gouverneur militaire du Nord Kivu et d'autres autorités politico-administratives. En nouvelle, ce message de vœux de la Direction générale des corridors de développement industriel adressé au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion du nouvel an 2023. Votre Excellence, dit ce message,
Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Le personnel de la jeune Direction générale des corridors de développement industriel, en sigle DGCDI, s'associe à moi pour vous présenter ses vœux de nouvel an en ces termes. D'abord, nos vœux de courage et d'abnégation dans la lourde charge d'État vous confiée par notre peuple pour présider aux destinées de la République démocratique du Congo, notre cher pays, surtout en ce moment où il fait face à des multiples défis sécuritaires orchestrés par les pays voisins. Ensuite, nos vœux de succès et de réussite dans l'œuvre de consolidation de notre jeune démocratie au cours de cette année, principalement électorale, qui doit confirmer l'ancrage des filles et des fils du Congo aux idéaux sacrés du choix de ses dirigeants par la voie des urnes. Et enfin, nos vœux de bonheur, de bonne santé et de longévité dans votre vie de chrétiens, de pères, de familles et de fils. La direction générale, ses agents et cadres vous assurent de leur ferme volonté d'accompagner votre vision pour l'atteinte des missions leur assignées par le Conseil d'administration dans les 5 années à venir. Ce message est signé Judé Badibanga Kabongo, directeur général. Le chef d'état-major général des FRDC en mission de contrôle des unités engagées au combat, le général Christian Chiwewe, est en séjour à Goma des Pierres. Chef d'état-major général! À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une mission de commandement et de contrôle. Le lieutenant-général Thio Songesa Christian a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, entouré du commandant de la 3e zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale, présenté par le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense au centre de coordination des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de FARDC a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC aux militaires engagés au front. Au gouvernorat de la province, un état de lieu de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels Sukola 1 Grand Nord et Sukola des Nord Kivu lui a été brossé par le lieutenant-général Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Nous avons visite, n'est-ce pas, de mes unités. Donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant les opérations. Je suis là pour Au Nord Kivu, le lieutenant-général Thio Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. Et pour terminer, des criminels arrêtés à Bunia. Parmi eux, 2 éclaireurs du M23 venus en mission d'espionnage. Ces bandits ont été présentés par le numéro 1 de la police locale, Ngoi Sengelwa Seguin, au gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama. Nouveau joli coup de filet de la police. Ces présumés criminels sont arrêtés en ville de Bunia et présentés ce mercredi au gouverneur militaire. Parmi eux, 3 éléments de la milice Zahir Mapi, dont un policier déguisé en milice appréhendé avec 2 armes AK-47 et 2 éclaireurs de M23 venus à mission d'espionnage en Ituri, a dit le commissaire divisionnaire adjoint Ngoi Sengelwa Seguin, responsable de la PNC Ituri. L'enquête continue pour démanteler tous les réseaux qui se préparaient à déstabiliser votre province. Justin Bahati, l'un des malfaiteurs, a été arrêté pour avoir véhiculé des fausses alertes au nom du gouverneur dont le mobile est de s'aimer la haine communautaire, diviser les Ituriens ainsi qu'opposer l'autorité militaire à sa population à cette période où les forces armées sont résolument engagées à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Il reconnaît ses fautes et demande pardon. Le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny prévient que ce n'est qu'un échantillon car la traque de criminels et des tireurs de ficelles se poursuit. Notre police, notre armée ne dort pas. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont là midi, matin et soir pour salir notre armée et notre police, pour salir
leurs autorités. Ils font des messages de haine, et spécialement, particulièrement contre le gouverneur. Quelle méchanceté! Moi, j'ai toujours dit, en Ituri, ce n'est pas une histoire de communauté. C'est une histoire de quelques criminels qui sont dans toutes les communautés et qui pensent que les communautés vont les accompagner. Voilà aujourd'hui. La paix et la tranquillité doivent être restaurées en Ituri, souci majeur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'accompagnement de toutes les communautés, a martelé les gouverneurs militaires de l'Ituri. À cette période d'agression, les populations ituriennes sont appelées à cultiver l'éducation sur la paix, maître mot pour un retour rapide de la paix dans cette province. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi à Chikapa et partout dans le monde. Retrouvez l'actualité à 23h avec José Baïtouambo à la présentation. Demain 20h, Sandra Nyangitabou. Prenez soin de vous.